Bonjour à tous, merci Brigitte pour l'invitation et l'occasion de faire ce séminaire. C'est l'occasion donc pour moi de présenter une partie des activités qu'on mène dans l'équipe Atome Froid du défi à SLM et qui concernent les mesures gravimétrie avec des instruments basés sur la technique d'interférométrie atomique. Donc c'est vrai, comme le titre le rappelle, on va avoir une fin de présentation dédiée plutôt à l'orientation vers l'espace. Mais je vais présenter aussi pas mal de résultats qu'on a eus au sol, sur un bateau ou sur un avion. Je vais commencer tout d'abord par dire que les activités ou les résultats que je vais présenter, ce sont des résultats qui ont été obtenus en étroite collaboration avec d'autres équipes. Donc là, en haut à gauche, c'est l'équipe Atome Froid de SLM, du défi. À droite, c'est l'équipe IEA qui a une grosse expertise sur l'accélérométrie spatiale. Et donc, ils ont permis pour nous d'explorer cette voie avec des atomes froids et de faire ce qu'on appelle un accéléromètre hybride. L'Université technique du Danemark qui a participé et qui a permis la réalisation de cartes de gravité en avion. On a le CHAUME qui s'est impliqué principalement dans les campagnes de gravimétrie marine. L'Université technique de Munich qui, eux, sont spécialisés pour traiter les données qui sont issues de Gaucher, Grace et d'autres missions spatiales et qui peuvent, à partir de ces données-là, retrouver des données intéressantes en gravité et qui intéressent la société comme la fonte des glaces, etc. Et on a également une contribution du JET pour tout ce qui est campagne aéroportée. Alors, sans oublier le financement, donc principalement les financements venaient de l'ESA, de la DGA et du CNES. Alors, le plan de la présentation, je vais commencer par vous rappeler un peu ce que c'est que l'interférométrie atomique, en débutant avec un historique, puis en vous décrivant les principes de l'interférométrie atomique. Donc, ça va rester assez basique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, je vais vous dire ce que c'est que la gravité, la gravimétrie et les différentes façons de mesurer la gravité en régime opérationnel, que ce soit au sol, sur un bateau ou dans un avion. Et je terminerai l'exposé en vous montrant où on en est de la gravimétrie spatiale et les futures perspectives pour ce qui est de notre activité sur le sujet. Alors, en ce qui concerne l'interférométrie atomique et son historique, alors bon, c'est assez compliqué parce que on peut aborder le sujet par plein de petits bouts. Moi, j'ai choisi de présenter l'expérience des fonds de Young, qui en 1801, donc Young avait fait l'expérience, il avait pris de la lumière qui venait du soleil, il a mis un trou, bon, peut-être pas dans un bout de papier, mais bon, sur un écran pour créer une source principale, et en face, deux autres trous qui permettent de voir des figures d'interférence à partir de ces sources secondaires. Donc ça, c'était un événement très important dans la communauté scientifique, et principalement celle qui s'intéressait à la lumière et à caractériser son origine. Il y a eu déjà un siècle plus tôt la théorie ondulatoire qui avait été émise par Huygens, mais à l'époque, c'était très controversé parce qu'il y avait Newton à l'opposé et qui, lui, pensait que la lumière, c'était plutôt constitué de grains, de corpuscules. Et là, avec cette expérience des fonds de Young, clairement, c'était vraiment un gros coup de masse sur le côté de la vision corpusculaire et ça a asseyé vraiment la théorie ondulatoire comme la bonne théorie pour décrire les phénomènes lumineux. J'ai assez simplifié quand même tout ce qui se passait à l'époque, mais c'était assez compliqué. On voit donc ici le phénomène d'interférence. Ici, si on juge que c'est comme des boules de billard, la lumière, on ne voit pas d'interférence. Alors, je ne vais pas aller plus dans le détail sur cette vision ondulatoire corpusculaire. C'est sûr qu'après, vers 1905, avec Einstein et l'effet photoélectrique, ou encore plus tard avec Compton, le côté corpusculaire reprend un peu de l'ascendant sur la vision ondulatoire. Et finalement, ça aboutit dans les années 20 jusqu'à 30 à une physique quantique qui va rassembler les deux visions. Et on aura une vision plutôt, un dualisme ondulatoire corpusculaire. Alors, si on se base plutôt sur cette vision ondulatoire, après, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a eu énormément d'interféromètres optiques qui se sont développés, plein de géométries différentes. Fizeau, Michelson, Max Zinder.
Donc, Mazinger, c'est par exemple la géométrie que nous, on utilise pour faire nos interféromètres à ondes de matière. Et là, c'est ce développement des interféromètres optiques, ça a permis vraiment d'aller sur des mesures. C'est plus pour voir vraiment la nature de la lumière, mais c'est pour faire des mesures. Et on peut citer, par exemple, l'expérience de Michelson-Morley en 1887, qui a permis de mesurer la vitesse de la lumière, ou plus précisément l'invariance de la vitesse de la lumière, quel que soit le référentiel en translation. Et ça a été important pour élaborer la théorie de la relativité restreinte faite par Einstein, pareil, dans les années 1905. Et ça a permis également de réfuter l'hypothèse de l'éther. Alors, l'éther, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce milieu matériel qui avait été, dont on avait fait l'hypothèse pour que la lumière se propage. Tout comme une onde acoustique se propage dans un milieu matériel, il fallait avoir un milieu matériel pour que la lumière se propage. Donc, ici, il y a un exemple d'interféromètre Michelson. Donc on a une source lumineuse, donc une onde qui arrive sur un miroir semi-réfléchissant. L'onde se divise en deux. Donc il y a une onde qui parcourt une certaine distance, la deuxième onde une autre. On recombine les ondes et suivant la différence de marche entre les deux ondes, on a des phénomènes d'interférence. Si on déplace un miroir, donc si on déplace un des bras, on va voir les franges d'interférence se déplacer. OK. Ensuite, en 1924, Louis de Broglie, dans sa thèse, émet l'hypothèse de la nature ondulatoire de la matière. On n'est plus sur la lumière, on passe sur la matière. Effectivement, la matière se comporterait comme une onde avec une grandeur caractéristique qui est la longueur d'onde de Broglie, lambda dB, et qui est égale à la constante la constante de Planck divisée par la masse de la particule fois sa vitesse. Ça veut dire que plus la masse est faible, plus la vitesse est faible, et plus la longueur d'onde de Broglie va être importante. Donc là, à titre d'exemple, un homme qui court, je ne sais pas moi, qui court le 100 mètres en 10 secondes, sa longueur d'onde de Broglie, c'est 10 moins 36 mètres. Donc pour voir des phénomènes de diffraction, il faudrait qu'il percute une fente du même ordre de grandeur pour avoir de la diffraction. Et il ne s'est pas fallu longtemps pour avoir une première démonstration expérimentale de ce phénomène, en fait, de la nature ondulatoire de la matière. En 1927, Davisson et je ne sais pas si on dit Germer ou Germer, ont fait la démonstration expérimentale de la diffraction d'un faisceau d'électrons sur un cristal de nickel. Alors, ils ont vérifié la relation de De Broglie, de ce lambda. Ils ont utilisé un faisceau d'électrons avec une énergie de 54 eV. Ça veut dire, grosso modo, la différence de potentiel entre les deux plaques, c'était 54 volts. Et avec ce faisceau d'électrons, la longueur d'onde de De Broglie associée à chaque électron, c'est 10-10 mètres. Il se trouve que la maille cristalline du cristal en nickel, c'est 10-10 mètres. Et donc, on a des phénomènes de diffraction qui apparaissent naturellement. C'est ce qui a permis l'observation de cette nature ondulatoire de la matière. S'en est suivi énormément de développements expérimentaux dans le domaine. En 1930, on a eu la diffraction d'atomes d'hélium, un Mach-Zehnder en 52 d'électrons sur 3 cristaux minces, puis Mach-Zehnder de neutrons. Donc, on est passé de atomes, électrons, neutrons. Bien après, il y a même eu des grosses molécules, C60, c'est fullerène, je crois. Enfin bon, on ne s'arrête pas. Alors, la particularité de ces diffractions, ces interférences d'ondes de matière, c'est qu'elles sont faites sur des réseaux matériels. Donc, l'intérêt, c'est que ça peut diffracter une vaste famille d'atomes et de molécules, ce qui n'est pas le cas d'une diffraction par lumière. On verra ça plus tard. Et le problème, c'est qu'on ne contrôle pas trop le phénomène de diffraction. Donc, il y a plusieurs ordres de diffraction possibles. Ça peut contrôler des chutes de contraste. Et en plus, la transmission est faible à travers ces milieux matériels. Donc, on a un procédé qui n'est pas forcément optimal. Mais néanmoins, on arrive à faire des belles expériences avec ça. En 1930 ou 33, bon, il y a une petite erreur là sur les slides, il y a la proposition de Kapitsa et Dirac qui, eux, disent, en fait, si la lumière est une onde et que la matière peut être aussi vue comme une onde, on peut échanger les rôles de la lumière et de la matière, et des atomes. Et donc, ils disent, ils proposent de faire diffracter un faisceau d'électrons par un réseau lumineux. Et là, alors, du coup, c'est une vision qui a permis énormément de développement après. Mais étonnamment, cette expérience, elle n'a pu être validée qu'en 2001. Là, ici, on voit une photo de l'expérience, donc de l'article de 2001. C'est un groupe en Autriche, à Zeilinger. Donc, on voit qu'on a un faisceau d'électrons, donc il est filtré. Alors, on voit que ça, c'est un élément clé, de filtrer le jet. Il percute une onde stationnaire laser.
Et on voit soit des figures de diffraction s'il y a le laser. S'il n'y a pas de laser, on voit le jet d'électrons qui vient taper l'écran. Donc, c'est quand même étonnant qu'on ait mis 70 ans comme ça pour mettre en avant ce phénomène. Mais en fait, ça nécessitait un jet d'électrons très collimaté. Je crois que c'est ça la principale difficulté. Et une onde laser très puissante, donc ça marche en régime impulsionné. Mais néanmoins, avec l'avènement des lasers en 1960, ça a permis la diffraction d'ondes atomiques. Alors là, comme il faut des intensités importantes, enfin une interaction importante entre l'onde lumineuse et les atomes, par exemple, et du coup, Altshuler, il a utilisé des transitions résonantes pour pouvoir interagir fortement avec les atomes et faire de la diffraction. Donc nous, c'est très intéressant pour ce qu'on fait parce que c'est à la base des interféromètres qu'on réalise. Parce que nous, on va utiliser des atomes. Alors, par exemple, là, pour illustrer le procédé, c'est qu'on considère un atome avec deux états, pour simplifier les choses, un état G, un état E, et un laser qui couple ces deux états. Ce laser est caractérisé par des photons d'impulsion H bar K. Alors, quand on fait interagir ce laser avec l'atome, donc l'atome, on le considère dans l'état G, donc c'est l'état interne, et il a une impulsion P. Donc, il a une certaine vitesse et il se dirige dans cette direction. Il interagit avec le photon laser, et suivant l'intensité et la durée d'impulsion du laser, il va être défléchi dans l'état E et avoir une certaine impulsion P plus H bar K par conservation de la quantité de mouvement. Et alors, comme je disais, suivant la durée de l'impulsion ou de l'intensité, on est capable de défléchir l'atome avec une probabilité de 100%. Donc, on réalise ce qu'on appelle un miroir atomique. Si on divise par 2 la durée de l'impulsion, on divise par 2 l'intensité, on réalise une séparatrice. Donc, l'atome arrive, il a une probabilité de 50% d'être défléchi ou 50% de ne pas l'être. Donc, ça va être à la base, ça va être une des briques élémentaires pour expliquer nos interféromètres. Voilà. Aujourd'hui, avec les lasers, on maîtrise très bien les processus de diffraction d'ondes atomiques. Mais il faut également, pour avoir maîtriser très bien l'expérience, il faut maîtriser aussi la source d'atomes. Et donc, ça c'est rendu possible avec les techniques de refroidissement laser qui ont vu le jour, peut-être pas qui ont vu le jour, mais qui ont été fortement développées à partir de 1980. On peut citer les prix Nobel de Claude Cohen-Tanouji, par exemple, en 97, si je ne me trompe pas, sur ces techniques-là. Et ça a permis de ralentir des atomes en utilisant la pression de radiation laser. Et donc d'obtenir des sources d'atomes localisées sur à peu près une taille d'à peu près 1 mm et avec des faibles dispersions en vitesse de l'ordre du centimètre par seconde, à comparer dans l'air à quelques centaines de mètres par seconde. Donc on diminue drastiquement la dispersion en vitesse de notre source et donc on peut faire des mesures de bien plus grande précision. Je saute quelques étapes, mais en 1990 et 2001, on a vu un fort développement des expériences de mesure de gravité avec de l'interférométrie atomique appliquée sur des sources d'atomes froids. Et en 2001, on a vraiment vu une mesure à l'état de l'art en gravimétrie, donc à Stanford, dans l'équipe de Chu, prix Nobel, co-prix Nobel avec Cohen-Tanouji sur le refroidissement atomique. Et donc, cette expérience est à la base des expériences maintenant qui sont à l'état de l'art en mesure de gravimétrie avec des atomes. Donc maintenant, je vais passer à la description du principe de la mesure d'accélération. Et je vais prendre le cas particulier d'une mesure d'accélération verticale, si on considère un environnement labo, donc la mesure d'accélération de pesanteur. Le principe, c'est de mesurer l'accélération d'une boule d'atomes qui tombe par rapport à quoi? Qui tombe par rapport à la Terre, au centre de la Terre. Alors, on ne peut pas viser le centre de la Terre. Du coup, nous, on a un miroir qui nous sert de référence. Et je vais vous l'expliquer, mais l'atome, on mesure l'accélération d'un atome par rapport à notre référence qui est un miroir. Typiquement, notre boule d'atomes, on en a à peu près 10 puissance 7 qui tombe dans le vide. Donc, je l'ai dit, une taille de 1 mm et une température d'1 microkelvin, donc le centimètre par seconde de dispersion. Ici, on voit un diagramme spatio-temporel. Donc, Z, c'est la verticale, et T, donc le temps. Cet atome, dans l'état E, donc l'état interne E, va chuter. Donc, il suit une parabole, c'est le 1,5 de GT2. Pendant sa chute, au temps T égale 0, il subit une interaction avec un
un laser, c'est le laser de diffraction, qui va diffracter l'onde dans l'état G. Donc, on fait une séparatrice atomique, 50% de chance d'aller dans G, 50% de chance d'aller dans E. Ensuite, il y a un miroir atomique. On défléchit à 100% le bras qui était en haut, à 100% le bras qui était en bas, pour recombiner à la fin les paquets d'ondes et avoir accès à un phénomène d'interférence. Donc, on referme l'interféromètre, c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Mach-Zehnder. Et à la fin, ce qu'on va détecter, c'est on va détecter des atomes et on va détecter des atomes qui sont dans un état spécifique. Donc, par exemple, ici, l'état E. Et la probabilité ou le signal, la quantité de signal d'atomes dans l'état E va dépendre, donc ça va être égal finalement au module carré de l'amplitude de probabilité d'être passé par le haut plus l'amplitude de probabilité d'être passé par le bas. Donc, s'il y a une différence de probabilité, enfin, quand la différence de probabilité change, on va changer le signal en sortie. Dit autrement, d'un point de vue ondulatoire, on va être sensible ici à la différence de phase entre les deux bras de l'interféromètre et la gravité ou l'accélération impacte directement la différence de phase entre les deux bras. Nous, notre signal, c'est P, ce qu'on mesure, et P est une fonction dépend de cosinus du déphasage entre les deux bras. Et ce déphasage est égal à K, le vecteur d'onde laser, le nombre d'ondes laser, T, le temps entre les deux pulses laser, et G ou A, l'accélération que ressent l'atome. Alors, je n'ai pas mis la notation vectorielle, mais en fait, c'est une notation vectorielle, c'est vecteur K, scalaire, l'accélération. Dans notre cas, le vecteur K, le laser est considéré parfaitement aligné à la verticale, et donc on mesure Kg. Alors, ce qui est intéressant avec cette mesure, c'est que le facteur d'échelle, c'est-à-dire la constante qui relie ce que l'on mesure à ce que l'on veut mesurer, est très bien connu. K, c'est la fréquence laser, donc on connaît très bien, et T, c'est la différence temporelle entre les impulsions, et ça, c'est également très bien connu et maîtrisé. Et ça donne, du coup, avec cette connaissance du facteur d'échelle, c'est pour ça qu'on appelle ça un gravimètre absolu. On n'a pas besoin de le calibrer, le facteur d'échelle est très bien connu, et qui plus est, si dans le déphasage, il y a des termes supplémentaires, normalement, on les connaît très bien. On peut voir de façon plus simple que la vision ondulatoire, on peut voir l'interféromètre comme un atome. Donc là, on a une vision, c'est plus spatio-temporelle, c'est vraiment spatial, Z, et puis là, par exemple, X, et on a notre miroir qui nous permet de rétro-réfléchir notre laser. L'atome chute, et au bout d'un certain temps, on illumine le laser, on fait 3 pulses qui correspondent à ces 3 pulses-là. Et pour simplifier, je pense que ça donne une bonne vision de ce qui se passe aussi, et on peut faire des calculs très plus simples et obtenir ce résultat KGT2, en considérant qu'en fait le laser, c'est une règle graduée, et les graduations correspondent au plan de phase du laser. Plans de phase qui sont stabilisés grâce au miroir, c'est-à-dire que si le miroir bouge pendant notre mesure, on va bouger la phase laser qui va être gravée sur l'atome. Donc le Z0, le Z grand T ou le Z2 grand T va être déplacé. Et par contre, ce n'est pas un effet de la gravité, c'est juste le miroir qui bouge. Et donc ça nous fait du bruit sur notre mesure. Donc, il faut bien avoir en tête que le miroir de notre instrument, c'est notre référence de mesure. Alors, quelles sont les limitations de ce genre d'instrument ? La première limitation, c'est l'étendue de mesure. Alors, en sortie, ce que j'ai dit que nous, on mesurait la quantité P. Alors, effectivement, nous, on va mesurer P et on va avoir une certaine valeur, par exemple PI. Le problème, c'est que comme c'est une fonction du cosinus du déphasage, il y a plusieurs valeurs d'accélération qui correspondent à cette valeur P. Donc, en laboratoire, il n'y a pas de souci. On a des techniques pour identifier bien clairement la frange sur laquelle on travaille. Et une fois qu'on a identifié cette frange, le niveau de vibration, on le rend assez faible pour toujours rester dans l'accélération reste toujours dans une interfrange. Donc, on n'a plus cette détermination de frange. Donc, c'est facile, on détermine G comme ça. Je vais détailler après le fonctionnement en labo en quelques slides. Le problème, c'est que pour les mesures embarquées, cette accélération va varier énormément. Là, par exemple, typiquement pour les paramètres de notre instrument Girafe qui est embarqué, l'interfrange, c'est à peu près 100 micro-G, donc 10-4 G. Et il faut savoir qu'en bateau, en avion, on a à peu près 0,5 G. Donc, on explore énormément de franges, donc c'est impossible de se repérer uniquement avec un interféromètre atomique. Le deuxième point, c'est les temps morts de mesure. Je vous dis qu'en fait, le principe de la mesure, c'est on a un nuage d'atomes froids, donc il faut le refroidir. Ça prend un certain temps.
on le laisse chuter. Et pendant cette chute, on fait la séquence d'interférométrie atomique. Donc, on a ici la phase de refroidissement temporellement. Ensuite, on fait la phase d'interférométrie. Là, ici, on a le premier pulse. Ici, le deuxième pulse. Ici, le troisième pulse. On détecte, on recommence. Refroidissement, interférométrie, détection. Et c'est cyclique. Typiquement, les cycles avec notre instrument, c'est à peu près 10 Hz. Il faut savoir qu'en laboratoire, les instruments, c'est plutôt 1 Hz. Mais nous, pour échantillonner très bien notre accélération en bateau ou en avion, on est obligé d'augmenter la cadence. Mais le problème, c'est qu'on a des temps morts. On ne mesure que pendant la phase interférométrique. Et on a ces temps morts de mesure qui posent d'énormes problèmes pour les applications embarquées. Alors, du coup, l'astuce, c'est donc celle qu'on utilise en tout cas, c'est d'utiliser un accéléromètre classique qui va nous permettre, qui n'est pas forcément bon, mais qui va être assez bon pour déterminer l'index de frange. Et après, c'est l'atome, une fois qu'on a déterminé l'index de frange, c'est l'atome qui va nous donner précisément l'accélération. Et ensuite, on va utiliser l'accéléromètre classique pour également mesurer pendant les temps morts, pour combler les trous de mesure d'accélération. Alors, on voit que si l'accéléromètre n'est pas très bon, on peut se tromper sur la frange et finalement, on va polluer notre mesure d'accélération globale par ces mesures d'accélération pendant les temps morts. Donc, il faut quand même un accéléro classique assez bon. Je vais revenir après sur les mesures, mais je vais juste faire un petit maintenant parallèle avec la gravité et la mesure de gravité avec ce genre d'instrument. Donc nous, l'idée c'est de mesurer la gravité. Alors qu'est-ce que la gravité? La gravité, c'est le 9,80 mètres par seconde moins 2, c'est l'accélération de pesanteur, et elle résulte de la gravité, donc l'interaction entre les masses, et l'accélération de centrifuge qui varie entre les pôles et l'équateur. On va être plus léger à l'équateur qu'au pôle. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, bon, ici, j'ai donné la correspondance entre 1 microgal et l'unité SI. Donc, 1 microgal, c'est 10-9 G. Donc, il faut regarder à 8 chiffres derrière la virgule pour être au microgal. Je vais juste vous donner quand les mouvements de la Lune et du Soleil vont influencer notre mesure à 200 microgal, sachant que l'état de l'art en gravimétrie, c'est le microgal. Donc, on arrive à très bien résoudre les marées dues au Soleil ou à la Lune. Et on a également, comme c'est une loi en 1 sur R2, on a le gradient vertical de gravité qui est, lui, de 300 microgal. Donc, on a encore quasiment un facteur 100 sur notre détectivité avec les gravimètres qu'on utilise. Les applications, donc je vais passer aussi rapidement parce que j'y reviens pour les applications spatiales, mais nous, ce qui nous intéresse principalement, et c'est pourquoi on fait de la gravimétrie, c'est pour créer des cartes de gravité. Ces cartes de gravité vont permettre d'améliorer la navigation de porteurs, par exemple sous-marins, principalement sous-marins qui n'ont pas à disposition un signal GPS pour se positionner. Mais il y a également énormément d'intérêt en géophysique ou géodésie pour mieux comprendre la structure interne de la Terre, les phénomènes sismologiques ou les éruptions volcaniques, ou même pour déterminer le géoïde qui est une surface qui se confond avec l'altitude moyenne des océans et qui a un isopotentiel de gravité. Et cette surface, elle est considérée comme la référence en altitude. Donc, toutes les altitudes, normalement, sont référencées par rapport au géoïde. Bon, ce qui n'est pas le cas du GPS, mais bon, ça, c'est un autre problème. Je vais passer maintenant. C'est aussi énormément d'intérêt pour la physique fondamentale. On peut citer, par exemple, le test du principe d'équivalence. Donc, voilà, effectivement, il y a 2 jours, Microscope a fait une conférence de presse où elle a annoncé que le principe d'équivalence n'était pas violé à 10.15. Donc, ça, c'était un des gros résultats scientifiques de ces dernières années concernant le principe d'équivalence. Mais il y a également des projets qui visent à tester le principe d'équivalence avec des atomes de masse différentes. On laisse tomber 2 atomes de masse différentes. Et si on détecte une différence d'accélération entre ces 2 atomes, ça veut dire que le principe d'équivalence n'est pas respecté. Alors, donc en ce qui concerne la gravimétrie, il y a plusieurs façons de faire des mesures. Il y a les mesures dans l'espace, donc en mesurant les perturbations d'orbite de ces satellites. C'est la gravité qui va donner l'orbite des satellites. Donc, si on mesure les perturbations de ces orbites, ça, on peut remonter à la gravité. On a typiquement des résolutions à l'échelle de 400 km. Il y a d'autres types de missions. Donc là, c'est des missions type CHAMP, GRACE. Donc, je vais revenir là-dessus un peu plus tard quand je détaillerai les applications spatiales. Mais donc, on monitore la trajectoire des satellites.
Il y a d'autres types de missions qui ne sont pas en monitorant la trajectoire des satellites, mais plutôt en mettant, donc c'est l'expérience Gaucher, où on a mis à bord un gradiomètre de gravité. Donc, dans ce satellite, il y a directement un instrument qui mesure la gravité, ou en tout cas la dérivée seconde du potentiel de gravité. Et là, on a accès à des résolutions d'une centaine de kilomètres. Mais ça nous donne plutôt une information du champ statique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, ou on voit difficilement les variations temporelles de la gravité. Donc, si on veut pouvoir monitorer la fonte des glaces ou regarder comment évoluent les réserves d'eau dans les nappes phréatiques, ce n'est pas ce genre de mission qui va être préféré. On a également des mesures par altimétrie spatiale. Donc, c'est un satellite qui embarque des altimètres radars et qui envoie des ondes qui se réfléchissent sur la surface de l'eau. Et on est capable ainsi de retrouver la hauteur d'eau et donc la gravité. Et ça nous permet d'avoir des résolutions de l'ordre de 20 km. Donc, des meilleures résolutions, mais c'est uniquement limité à la mer ou aux océans. Donc ça, c'est des méthodes spatiales, mais on peut avoir accès à des meilleures résolutions en faisant de la gravimétrie terrestre, donc avec des gravimètres qu'on déplace et on fait des mesures statiques, ou alors à bord d'un bateau ou en avion. Là, on a accès, par exemple, en bateau et en avion, à des résolutions spatiales de l'ordre du kilomètre. Donc, on peut voir d'ores et déjà qu'en gravité statique, on a accès à des mesures de l'ordre du microgal, et par contre, en avion, on est plus en l'air. Avion-bateau, on est à 1 milligal, voire en dessous. En bateau, on est quand même un peu meilleur. Je vais en venir maintenant au côté un peu opérationnel de ces différents types de mesures. Si on veut faire des mesures statiques, par exemple à bord de l'étain, ça a déjà été réalisé avec un gravimètre atomique réalisé par XBlue. On a ici l'accéléromètre atomique, le gravimètre atomique qui est posé au sol. Et le problème, c'est que ce miroir est posé au sol, parce que c'est la référence qui doit être liée à la Terre, mais cette Terre bouge, la Terre bouge, et on a un niveau de vibration qui est l'ordre de 10-3G, donc assez important par rapport aux interfranges, et donc ça nous crée un bruit assez important sur notre mesure. Pardon. Donc les solutions, c'est de placer le gravimètre sur une plateforme d'isolation de vibration, donc on arrive à gagner 3 heures de grandeur, voire plus sur le niveau de vibration et avoir des mesures très précises. Aujourd'hui, franchement, c'est comme ça qu'on arrive d'avoir les meilleures performances avec des gravistatiques en laboratoire. Mais sinon, pour des objets transportables, mais toujours en statique, eh ben, on utilise plutôt un accéléromètre, comme je vous l'ai décrit avant, pour mesurer grossièrement l'accélération, savoir sur quelle frange on se trouve et combler les temps morts. Il y a 2 types de technologies qui sont disponibles dans le commerce. Il y a les gravimètres relatifs. Relatifs, ça veut dire qu'on a besoin d'une calibration pour connaître la valeur absolue de l'accélération de pesanteur. Donc, il y a les gravimètres supraconducteurs, les gravimètres à ressort, qui ont des performances très bonnes, hein, mais donc, ils nécessitent une calibration. Et par exemple, pour le cas du gravimètre à ressort, le Syntrex, quand on le transporte, donc il est sujet à des dérives. Donc, il faut très bien connaître la dérive, il faut très bien la calibrer, la dérive de ce Syntrex, pour avoir des bonnes mesures. Et ce n'est pas si évident. Et un petit choc sur le gravimètre, et c'est toutes les mesures de gravité qui peuvent être fortement perturbées. D'un autre côté, on a les gravimètres absolus qui n'ont pas besoin de calibration, des gravimètres optiques, donc type FG5, qu'on appelle aussi des gravimètres à coin cube, où là, c'est vraiment un coin cube, donc vraiment massif, qui chute et qui forme un bras d'un interféromètre de Michelson, et on détecte des franges défilées. Le défilement de franges nous renseigne sur l'accélération de pesanteur. Et à côté, on a les gravimètres à atomes froids, aujourd'hui disponibles commercialement et commercialisés par XBlue. Hein. Maintenant, c'est plus Mucan, c'est XBlue. Et je dirais que la principale différence entre les 2 technos gravimètres absolus, ils ont à peu près les mêmes performances. À peu près. Mais comme l'optique est basée sur une pièce mécanique qui chute, après, il faut le remonter, il faut le laisser chuter, il faut le remonter. Il y a vraiment un phénomène d'usure qui se produit avec ces gravimètres. Et on ne peut pas, par exemple, faire des mesures continues sur une échelle de 1 mois. C'est impossible. Et donc, semble-t-il que si on veut avoir vraiment des mesures absolues, continuer à long terme, on ne peut pas éviter d'utiliser la techno atome froid. Donc, on a des performances au microgal, voire 10 microgal avec ce genre de gravimétrie statique. La gravimétrie marine ou aéroportée, c'est une autre histoire. Ici, ici, on a G, donc l'accélération de pesanteur mesurée. Elle est égale à un G normal. G normal, c'est le modèle qu'on a de la valeur de G.
on a des modèles qui nous disent, OK, à cet endroit-là, on devrait avoir cette valeur de G. Et là, on oublie ces termes-là, par exemple, et la différence entre ce que l'on mesure et le modèle, c'est ce qu'on appelle l'anomalie de pesanteur, c'est delta G. La différence avec les mesures statiques, c'est tous ces termes-là. Effectivement, nous, on a un porteur qui est mobile, et donc, du coup, on va avoir un terme de Coriolis qui est couplé à la rotation de la Terre, donc oméga vectoriel V, et on a un terme d'effet centrifuge qui est lié toujours à la vitesse du porteur. Et ces effets sont très forts. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet Eötvös. On a un autre effet qui est un effet dépendant de l'altitude. Donc, pour le bateau, ça pose un peu moins de problèmes quand même, mais pour l'avion, c'est terrible parce qu'on a un H point-point, donc c'est la hauteur, c'est l'accélération verticale de l'avion qui peut être très importante et on ne peut pas dissocier avec le gravimètre ces deux contributions entre G et le H point-point. Et on a besoin donc d'informations GNSS pour retirer le H point-point et avoir accès qu'à une mesure de gravité. Donc, on a un bateau qui se déplace à 5 mètres par seconde à peu près et un avion, typiquement, là, pendant la campagne d'Islande, à 70 mètres par seconde. Donc, ces effets-là sont vraiment bien plus importants avec un avion. On a des niveaux d'accélération qui vont jusqu'à 0,5 G pour les deux plateformes et un niveau de rotation du porteur qui peut aller jusqu'à une trentaine de degrés. Donc, c'est très important. Dans le cas du bateau, on a une contribution très importante de la houle, donc à 0,1 Hertz à peu près. Mais comme le bateau, en moyenne, il reste à altitude nulle, parce que c'est quand même l'eau définit le géoïde, et on arrive à le filtrer. On filtre les données, un filtre numérique avec typiquement une constante de temps d'une centaine de secondes, et on s'affranchit du H point-point, et on a une valeur de G moyennée. Donc effectivement, ça nous limite la résolution spatiale à peu près entre 1 et 10 km. Mais ce n'est pas gênant parce qu'on ne s'attend pas à ce que la variation de gravité change beaucoup sur ces échelles-là. Et comme j'ai dit, pour l'avion, on a recours au GNSS, donc au signal GPS, au GLONASS, pour déterminer H et H point-point. Aujourd'hui, dans le commerce, on a de disponibles que des gravimètres embarquables relatifs. Donc, on voit ici, là, ces trois types de gravimètres qui sont assez similaires. C'est des gravimètres à ressort et c'est des gravimètres qui sont placés sur des plateformes gyrostabilisées. En tout cas, qui permettent au gravimètre d'avoir un axe de mesure constamment aligné avec la verticale. Ça nous permet d'éviter l'influence de toutes les rotations de porteurs qui peuvent être très importantes. Ici, on a un autre type de gravimètre, c'est en fait une centrale inertielle qui est placée directement au sol, sur le bateau ou sur l'avion. Et on va utiliser les mesures de gyro, c'est-à-dire de rotation, pour corriger des rotations du porteur. Il se trouve qu'en fait, ce gravimètre strap-down, qu'on appelle strap-down, a des très, très bonnes performances et aujourd'hui, ça constitue l'état de l'art en termes de gravimètres commerciaux. Et on a des performances, donc, 1 à 2 heures de grandeur, moins bons que les statiques. Donc, nous, à l'ONERA, on est allé sur cette tranche-là. On s'est dit, on va développer des gravimètres absolus embarquables, ce qui n'existe pas aujourd'hui, enfin, ce qui n'existait pas avant 2015. Alors, donc, on s'est mis à développer des gravimètres à atomes froids à partir de 2003. On a commencé par développer un gravimètre de laboratoire, Girafon en 2003. On est passé ensuite à Giraffe en 2007, financé par la DGA, et c'était un gravimètre transportable. On avait des mesures quasiment à l'état de l'art en statique. Et on a quand même mis ce gravimètre dans un ascenseur à Châtillon. Et donc, ça marchait assez bien en statique entre les différents étages. Et ça nous a permis de mesurer le gradient de pesanteur sur les 12 étages. On a également participé en 2011 à une collaboration avec l'Institut d'optique et le CIRT. On a en partie développé, on s'occupait, nous, des systèmes laser, un accéléromètre à bord de l'Airbus 0G. Donc, c'était une plateforme de test pour tester le principe d'équivalence. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais on avait accès à une période de micro-pesanteur dans laquelle les atomes ne chutaient pas par rapport au miroir. Et ça nous permettait théoriquement d'avoir accès à des grands temps d'interrogation et des grandes sensibilités, du coup. Et en 2013, on a commencé le développement de Giraffe 2, qui est vraiment un gravimètre qui était dédié aux applications embarquables et principalement aux applications marines. Donc, je l'ai un peu évoqué avant, mais je le souligne une nouvelle fois.
pour avoir une étendue de mesure compatible avec les applications marines ou aéroportées, on hybride, c'est-à-dire on a recours à un accéléromètre classique et on fusionne les informations de l'accéléromètre classique et de l'accéléromètre atomique pour connaître notre frange et pour combler les temps morts de mesure. Donc ici, on a une vision un peu schématique de l'algorithme d'hybridation. On a un interféromètre atonique, un accéléromètre classique qui est relatif d'un côté, absolu de l'autre, des mesures des temps morts de l'autre côté, il est continu, des grandes étendues de mesure, des faibles étendues de mesure. On combine les deux pour avoir un instrument absolu, continu, avec une grande étendue de mesure. En plus de faire ça, on a également approvisionné une plateforme gyrostabilisée 2 axes, donc c'est IMAR qui l'a développée, qui utilise une centrale inertielle et des données GPS et qui nous permettent de garder le capteur gravimétrique aligné à moins de 100 microradians. Et on a validé, par exemple, ici, vous voyez un hexapode et on a pu valider l'instrument girafe. Donc, l'instrument girafe, c'est tout ce qui est orange avec ici le capteur au milieu qui est girafe. On a pu valider le capteur en mode dynamique. Alors ici, on a une frise chronologique des campagnes de gravimétrique qu'on a réalisées avec Giraffe 2. Alors, on a fait les premières campagnes, donc ça a été vraiment une première internationale. Ça n'a jamais été fait avant, des mesures en bateau ou en avion. 2015-2016, on a réussi quand même à mesurer et à faire des cartes de gravité avec des performances inférieures au milligall. À bord du bateau, il y avait les anciens gravimètres relatifs et on a pu comparer les mesures qu'on faisait avec notre gravimètre absolu et le gravimètre relatif et c'était meilleur, un facteur 2 à peu près. Au-delà, en plus des contraintes opérationnelles qu'on n'a pas avec un gravimètre absolu. On n'est pas obligé de le calibrer, il n'y a pas de dérive. Donc, ça a très, très bien marché la première fois. Ensuite, en 2017, on a fait une campagne avion où on a eu des bons résultats, mais quand même des moins bons résultats qu'en bateau. Effectivement, l'environnement est quand même assez différent. Et bon, déjà, on était vraiment content de pouvoir mesurer la gravité. Et à ce niveau-là, on trouvait ça assez exceptionnel. Ce n'était pas forcément attendu. Donc ça, ça a bien marché. Et ensuite, le CHAUME utilise assez régulièrement, tous les 2 ans, notre gravimètre pour faire des campagnes de mesures marines. Ce qui est remarquable, c'est que le gravimètre a marché pendant 6 mois, une première fois, puis pendant 1 an, en ayant des performances inférieures à 0,5 milligall. L'état de l'art, c'est à peu près 0,5 milligall. Donc, on constitue aujourd'hui avec ce gravimètre l'état de l'art de mesures gravimétriques marines. On a même couramment 0,1, 0,2 milligall. Donc, je ne vais pas passer sur les perspectives, j'en reviendrai après, mais on a en 2019 refait une campagne aéroportée où on a bien amélioré, on a changé l'instrument et on a réussi à descendre les performances en dessous de 1,5 milligall, même en dessous du milligall sur certaines campagnes. Ici, je rappelle, en tout cas, je vous montre quelques résultats qu'on a obtenus avec les campagnes marines. Donc, l'idée, c'est, avec le bateau, on s'éloigne de Brest, on va sur des… Alors, typiquement, il y a 2 types de campagnes marines. Il y a une qui se produit sur ce qu'on appelle le profil étalon. Donc, on connaît très bien la mesure de gravité sur ce profil. Donc, on fait un aller et un retour et on compare l'aller et le retour. Ça nous permet de tester notre gravimètre. Il y en a d'autres. C'est de faire des grilles. C'est ce qu'on appelle des cartes de gravité. Donc, le bateau fait des zigzags comme ça et décrit des grilles qu'on peut, et donc à partir de ces grilles-là, on peut déduire des cartes de gravité. Ici, on voit des cartes de gravité qui ont été faites avec le gravimètre relatif qu'utilisait le CHAUME, le gravimètre absolu que nous, on a développé, et des mesures, des valeurs de gravité qui ont été obtenues par altimétrie spatiale. Donc, on voit qu'elles sont quand même assez similaires. Donc, ça, c'était un bon point pour nous. Point très intéressant, on a refait une carte de gravité ici très proche des côtes avec Giraffe 2. Ici, je vous montre une carte réalisée avec Giraffe 2 et ici avec l'altimètre spatial. Et on voit que là, c'est complètement différent. Et ça souligne un point assez important, c'est que les données satellitaires altimétriques ne peuvent pas marcher près des côtes. Donc là, on est à peu près une dizaine de kilomètres, voire un peu plus. Et donc, on a besoin clairement, si on veut connaître la gravité à côté des côtes, de gravité marine. Et de mesure de gravité marine, et on va le voir, même de gravité aéroportée, pour de bien connaître les transitions entre terre et mer, ce qui n'est pas très bien connu.
Donc, oui, donc là, c'est juste une photo du Beau-Temps-Beaupré sur lequel on fait les expériences. Et donc, c'est un bateau quand même qui est assez lent. Ce n'est pas une barque, hein, c'est 85 mètres de long quand même. Et quand on fait les campagnes bateaux, on part pour 5, 10 jours, et voire une quinzaine de jours dernièrement. Pour ce qui est des campagnes aéroportées, la première ici, là, elle a été faite en Islande dans le cadre d'un projet plus global qui s'appelait Cryovex et c'était un projet pour monitorer la fonte des glaces en complément de mesures satellitaires au niveau des pôles. Donc, dans ce cadre-là de mission financée par l'ESA, j'ai dit que c'était quand même intéressant de tester une technologie d'avenir qui était les atomes froids et donc on voulait faire des démonstrations de principe. Et donc, alors, on a fait une grille, donc une carte de gravité au-dessus du Vatnajökull, qui est le plus grand glacier d'Europe, et également sur ce profil, donc en aller-retour pour tester la stabilité de notre gravimètre. Alors là, ici, c'est une carte qui a été faite au-dessus d'un volcan. Bon, je ne vais pas vous mentir, on ne peut rien déduire finalement d'informations géophysiques très intéressantes. On a juste validé le fonctionnement de notre gravimètre et on déduire que ici, particulièrement sur cette carte, on avait des performances de l'ordre de 2 milligals à peu près. Mais pour pouvoir voir des mouvements magmatiques dans le volcan, des choses comme ça, il faut vraiment être meilleur que quelques milligals. Je dirais qu'il faut être au moins à 0,1 milligal pour pouvoir vraiment avoir un effet significatif. Donc là, clairement, il faut qu'on améliore nos performances. En 2019, on a fait la campagne, alors c'était une campagne en France, on a fait une grille ici, donc zone maritime, mais également zone sol. Une zone aussi Pyrénées, et je n'ai pas ici montré, mais il y a également, on est allé sur le profil étalon sur lequel on passe avec le bateau et on voulait comparer avec les mesures avion. Donc, je mets juste deux cartes. Une carte qui a été réalisée ici, là, c'est dans la baie de Biscay. C'est, j'ai perdu le nom en français, la baie de Gascogne. Donc ici, c'est une carte qui est réalisée avec le gravimètre relatif IMAR qui constituait l'état de l'art. Et ici, c'est une carte réalisée avec IMAR, le gravimètre IMAR, moins le modèle déduit sur la mer, les modèles satellitaires altimétriques, et au niveau du sol, avec les modèles sol. Donc, on a retiré le modèle. Donc, on devrait avoir 0 si tout est parfait. Et on a fait la même chose avec Girafe. Donc, on voit quand même qu'on a des lignes fortement vertes. Donc, on est quand même autour de 0 milligal. Ici, on a quand même une moyenne avec Girafe qui est de 0,14 milligal en valeur moyenne. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de biais. Ça, c'est vraiment un point très important. Ça souligne le caractère absolu de l'instrument. Et ça, c'est vraiment un point fort parce que si on compare au gravimètre relatif, on voit qu'on a quand même un biais ou en tout cas un offset très, très important de 3 milligals. Donc ça soulignait ce point-là. Et il y a un point également intéressant, c'est assez vert quand même. Bon, on va regarder Girafe, c'est assez vert. Et il y a quand même une zone dans laquelle on voit du rouge. Et alors là, ça veut dire qu'on n'est pas en accord, Girafe n'est pas en accord avec les modèles. Et finalement, ce n'est pas surprenant parce qu'on est quand même ici en mer. Et donc, ce sont les modèles altimétriques qui… on utilise des modèles altimétriques et on sait que proche des côtes, ils ne marchent pas bien. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a une zone rouge. Donc, ça souligne encore une fois la nécessité d'avoir des campagnes marines ou des campagnes aéroportées proches des côtes. Bon, je vais essayer d'accélérer. Je vois que le temps passe. Donc, c'était juste… en résumé, le développement de cet instrument, c'est vraiment un véritable saut technologique pour la gravimétrie embarquée. Pas de dérive, pas de calibration nécessaire, donc vraiment un côté opérationnel qui est amélioré. Et on a une meilleure précision que les technos actuels. Donc, on a levé des verrous technologiques et aujourd'hui, on va vers un développement d'une filière de gravi industrielle. Donc, on collabore avec Mucans, XBlue pour fournir 4 gravimètres au Chaume ou à la marine française aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs années. Et on a également un projet européen pour développer un accéléromètre, un gravimètre strap-down maintenant. Donc, on n'utilise plus de plateforme gyrostabilisée. Il faut le développer. Il va commencer en 2023, le projet. Et l'idée, c'est d'obtenir des performances meilleures que le milligal. Maintenant, on va passer au spatial. Donc, on voit qu'au niveau terrestre, c'est-à-dire au sol, bateau, avion, ça s'est quand même fortement développé. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour le spatial.
Ici, je rappelle les performances de bruit. Donc, grosso modo, si on moyenne 1 seconde notre signal, on a à peu près une résolution de 10-7 mètres seconde -2, avec des performances, des instruments à l'état de l'art au sol, avec des gravimètres à atomes froids à l'état de l'art, 10-7. Mais on sait que dans l'espace, on aura besoin de performances inférieures à 10-10, en tout cas meilleures que 10-10 mètres par seconde carré quand on le moyenne sur 1 seconde. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'ordres de grandeur à gagner dans l'espace. Mais ça ne fait pas peur. On sait que dans l'espace, on est en micro-pesanteur et donc nos atomes ne chutent pas par rapport à notre miroir. Et du coup, normalement, on peut les interroger très longtemps. En les interrogeant trop longtemps, on a un facteur d'échelle qui est augmenté fortement. Et donc, normalement, on gagne en sensibilité et on minimise le bruit. Donc, ça devrait le faire. Aujourd'hui, dans l'espace, quelles sont les expériences d'atomes froids qui se sont vraiment fait remarquer? Alors, en 2017, il y a eu la démonstration d'une horloge atomique développée par la Chine qui est restée 15 mois en orbite et qui a fait ce qu'on appelle des franges de Ramsey. C'est un interféromètre réalisé avec des ondes micro-ondes, mais on est quand même assez loin d'une démonstration d'un accéléromètre avec de la diffraction laser. En 2017 également, il y a eu l'expérience Maius. Donc, c'est une roquette de 12 mètres à peu près de hauteur qui est envoyée en mouvement parabolique qui dépasse les 100 km. Donc, elle va dans l'espace et elle revient, elle redescend, elle monte jusqu'à 250 km et elle redescend. Et puis, elle va se crasher avec un parachute. Je crois que c'était au nord de la Finlande. Et puis, il récupère l'instrument. Donc, l'instrument, la charge utile, c'est un dispositif d'atomes froids qui est capable de réaliser un condensat de Bose-Einstein. Donc, un condensat de Bose-Einstein, c'est une source d'atomes froids bien plus froide que ce que nous, on utilise pour nos expériences. Typiquement, nous, on a 1 microkelvin de température. Le condensat nous permet d'aller à des températures de l'ordre du nanokelvin, voire plus bas. Et en fait, c'est très intéressant pour de futures expériences d'accélérométrie parce que plus la source est petite et froide, et normalement, plus on a meilleurs sont les résultats. Il y a eu également une expérience qui a été développée et lancée en 2018, CAL, c'est l'expérience CAL, et qui est une expérience plutôt pour tester la physique, comprendre c'est plus pour la physique fondamentale, et qui a également démontré la possibilité de faire des condensats de Bose-Einstein. Donc, on voit en termes de budget, bon, il faut pouvoir comparer, mais c'est quand même des puissances consommées de 300 watts, 500 watts, et c'est assez important quand même pour du spatial. Alors, c'est sûr que pour l'ISS, ça va parce que c'est des grosses structures, mais sur des satellites, par exemple, dédiés à la géodésie, les charges utiles, c'est 40 watts, quelque chose comme ça. Et c'est 40 watts, 30-40 kilos, et un volume bien plus faible. Donc, on voit que c'est quand même super. On voit que la maturité technologique s'est améliorée parce que les lasers et tout soutiennent 12G quand même lors de la phase d'ascension, etc. Mais il y a des efforts à faire au niveau de la capacité. Nous, on s'est intéressé avec l'ESA à vraiment des expériences de géodésie. Vraiment dans le prolongement de ce qui a été fait avec Champ, Grace, Gauthier, ou ce qui est en cours aujourd'hui, Grace Follow-on, qui sont des satellites qui sont toujours dans… Enfin, Grace Follow-on, ce sont 2 satellites qui sont toujours dans l'espace, qui ont été lancés en 2018. Et il y a vraiment une réelle envie de continuer ces missions spatiales pour contrôler temporellement les variations de gravité. Alors, ce type de mission, c'est deux satellites en orbite autour de la Terre, à une distance, donc là je prends l'exemple de Grace, à une distance de 220 km, altitude 450 km. Et l'idée, c'est de mesurer la distance intersatellite, distance qui dépend de la gravité au sol. On peut voir ici, quand ce satellite rencontre une montagne, il s'éloigne, se rapproche de la montagne. Celui-là est encore éloigné parce que loin de la montagne, puis il se rapproche. Donc, on voit que la distance intersatellite va dépendre de la gravité. Donc, on mesure précisément cette distance. Donc, aujourd'hui, pour Grace, c'était une onde micro-ondes qui a été utilisée, qui nous permet d'avoir des mesures, des précisions de l'ordre du micromètre, donc sur 220 km, des variations de distance du kilomètre. Donc, le micro-ondes avec la micro-onde. Mais par exemple, pour Grace Follow-on, il y avait un instrument qui était en démonstration, un interféromètre laser. Donc, il y a une micro-onde et il y a également un interféromètre laser entre les 2 satellites qui permet de gagner énormément en précision. Donc, on est plutôt aux alentours de 80 nanomètres par racine de Hertz, quelque chose comme ça. OK. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quand même une vidéo qui résulte des observations faites par Grace.
sur les changements de masse glaciaire en Antarctique et au Groenland. Et on voit entre 2002 et 2016 la variation de masse sur ces deux zones. Et on est capable, avec donc Grace, de quantifier ces variations de perte de masse, donc qui sont de l'ordre de 125 gigatonnes par an pour l'Antarctique et au Groenland de 280 gigatonnes. Donc en fait, c'est énorme et ça permet de faire clairement le lien avec l'augmentation de la température. Donc, de la même façon, on retrouve des mêmes vidéos, des mêmes opérations avec les variations de nappes phréatiques aux États-Unis, par exemple en Californie, où c'est vraiment impressionnant ce qui se passe, ou pour contrôler aussi les courants marins, qui sont directement la conséquence de phénomènes météorologiques. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que c'est quand même des missions qui sont de fort intérêt pour la société. Donc, nous, on s'est concentré sur ce genre de scénario, les scénarios à 2 satellites qui se suivent. Donc, on a un satellite, un deuxième avec un lien laser au micro-ondes. Donc, le lien laser ici va mesurer la distance intersatellite, mais on a besoin quand même d'accéléromètres à bord de chaque satellite pour mesurer les forces de frottement. En effet, dans l'espace, si on néglige les forces de frottement, la variation de distance va dépendre uniquement de la gravité, mais il y a des forces de frottement dues à l'atmosphère. Il y a la pression de radiation du Soleil ou de l'albédo, de la réflexion du Soleil sur la Terre qui impacte le satellite. Et donc, il n'y a pas que la gravité qui va impacter la trajectoire du satellite. Et on a besoin d'accéléromètres pour mesurer cette quantité. Donc, on mesure la distance intersatellite avec le laser qui résulte de force de frottement plus gravité. On mesure avec l'accéléromètre les forces de frottement. On retire les forces de frottement de la mesure laser et on a la gravité. C'est ça à peu près l'idée. Il se trouve que quand on se concentre et on regarde plus précisément le bruit de l'instrument interféromètre plus, donc interféromètre laser, plus accéléromètre, donc ici c'est la représentation de la densité spectrale de bruit de puissance en accélération de ces instruments. Donc ici, vers cette échelle à gauche, on a les phénomènes lents et à droite, on a les phénomènes rapides. Donc ici, c'est 1 Hertz. Rapide, nous, c'est la seconde. Et le résultat, l'instrument, le bruit global de l'instrument, c'est la somme des deux bruits. Donc, on aurait cette courbe à basse fréquence, puis après, on remonterait sur la bleue. Donc, à haute fréquence, c'est le laser qui limite. À basse fréquence, c'est l'accéléromètre qui limite. L'idée, nous, c'est d'utiliser la techno. Donc, je ne l'ai pas dit, mais les accéléromètres qui sont utilisés dans les différentes missions, c'est des accéléromètres électrostatiques développés par IEA et qui ont équipé CHEM, Grace, Gauthier et qui équipent aujourd'hui Grace Follow-on et dont on, a priori, devrait équiper les futures missions spatiales NGGM développées par l'ESA, par exemple, ou Grace 2 ou MCDO de la NASA. Nous, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser un interféromètre atomique qui est connu pour sa très bonne stabilité, son côté absolu, donc une très bonne stabilité à long terme, et de corriger cette dérive. On combinerait les deux signaux, accéléromètre électrostatique, accéléromètre atomique, pour éviter cette dérive et donc ramener un bruit blanc à basse fréquence. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. On hybride l'interféromètre atomique avec l'accéléromètre électrostatique. Donc, nous, on a dans le cadre d'études ESA, on a développé un prototype hybride. Donc là, ici, on a un accéléromètre électrostatique qui marche au sol. Et ici, on a un gravimètre atomique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on arrive à faire des expériences d'hybridation où on arrive à reproduire ces courbes-là, où à basse fréquence, c'est l'atome qui arrive à donner ses spécificités, ses particularités. À haute fréquence, c'est l'accéléromètre électrostatique. C'est cette courbe-là, mais on n'a pas vraiment le temps de rentrer là-dedans. On a collaboré avec l'Université de Munich pour connaître le potentiel ou l'intérêt potentiel de ce genre d'instrument hybride pour déduire la valeur d'accélération de pesanteur sur Terre. Et ce qu'il est ressorti de ces études, c'est que pour gagner vraiment en mesure d'accélération, il nous faut un bruit à 10-10 mètres secondes moins 2. Donc, voilà, ça nous donnait une borne. Et donc, on se dit, OK, les objectifs du développement des futurs instruments, c'est ça que ça doit viser. C'est ce genre de performance que ça doit viser. On est allé un peu plus loin. On a fait aussi un concept préliminaire d'un instrument spatial dédié à la mesure d'accélération. On voit ici l'accéléromètre électrostatique, ici l'accéléromètre atomique. Et ça nous permet de donner un peu
pas des marges, mais des idées, des ordres de grandeur sur la taille que ça peut avoir, la masse que ça peut avoir et les puissances consommées. Quels sont les verrous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en cite quelques-uns. Quand on met un accéléromètre atomique comme ça en orbite autour de la Terre, le satellite il tourne à peu près à 1 milliard radians par seconde. Et donc, ce milliard radians par seconde, c'est assez important pour l'interféromètre atomique. J'ai un petit transparent après pour vous montrer pourquoi, mais je vais vous en parler après. Et ça crée une chute de contraste sur l'interféromètre atomique, et donc on n'est plus capable de mesurer quoi que ce soit. Si on laisse un interféromètre comme par exemple girafe, on n'aura plus de contraste. Il y a également la stabilité du biais. Ça, c'est un problème. Le biais va dépendre de la force de Coriolis, et donc on va avoir un signal qui va varier dû à la rotation du satellite. Pour aller dans l'espace, on voit clairement qu'il faut atteindre 10-10 mètres secondes -2, et donc il faut des performances très, très ambitieuses. Et donc ça devrait être levé avec des temps d'interrogation importants, parce qu'on voit que ça intervient dans le facteur d'échelle de la mesure d'accélération. Ça devrait être levé en utilisant une source très, très froide. Ici, j'ai mis un tableau où on compare une source qu'on appelle mélasse, qui est utilisée pour girafe, et une source condensate Bose-Einstein. On voit que, par exemple, sur les stabilités en position, donc, le centre de masse de la source se déplace de 200 microns à peu près dans une mélasse et uniquement de 10 microns pour un condensat. La stabilité en vitesse de 1 mm par seconde pour la mélasse, de 100 micromètres par seconde. Donc, on y gagne quand même avec un condensat. Et ça devrait permettre d'avoir une meilleure stabilité en utilisant un condensat. On voit qu'il faut aussi améliorer la maturité technologique. Alors, c'est vrai que c'est super prometteur tout ce qui a été obtenu avec Maius et Cal, mais on voit qu'il va falloir aussi compacifier, diminuer la masse, diminuer la consommation. Parce que clairement, ici, là, quand on voit, nous, ce qu'on a élaboré en termes de budget, ce qu'on prévoit, c'est au-delà d'une centaine de watts avec une mélasse. Si on va avoir de grosses performances, là, il faut aller à 200 watts, 90 kg, sachant que l'accéléromètre électrostatique, pour ce genre de mission, on peut comparer, c'est 16 litres, donc un facteur 10 en dessous, 12 kg, 45 watts. Donc, on a des progrès à faire quand même à ce niveau-là. C'était juste un petit transparent pour évoquer la rotation du satellite et son impact. L'accélération mesurée par l'interféromètre atomique, c'est la force de frottement, effectivement, c'est ce qu'on veut mesurer. Mais il y a également des termes qui on voit apparaître la rotation du satellite. Et ces rotations de satellite, donc ça, c'est l'accélération angulaire. Ça, c'est la force centrifuge, ou l'accélération centrifuge. Et ici, c'est l'accélération qui vient de la force de Coriolis. Et ça, c'est un atome. Un atome à la position Z, à la position X, qui a une vitesse Vz, va nous donner cette mesure d'accélération. Le problème, c'est qu'on a une dispersion en position des atomes. Un atome peut être en Z1, l'autre atome en Z2, et c'est pareil de 1 mm. Et ça donne une contribution donc, on aura une dispersion en accélération mesurée par l'accéléromètre atomique et donc une chute de contraste. Et c'est pareil pour la vitesse. Le fait qu'on ait une certaine température du centimètre par seconde fait qu'on peut avoir 0 et 1 centimètre par seconde sur ce terme. Et donc, on peut avoir une large gamme de déphasage de l'interféromètre et avoir une chute de contraste. Ici, on a un calcul de la chute de contraste en fonction des temps d'interrogation. On voit qu'on ne peut interroger que sur un temps d'une centaine de millisecondes. Alors que si on veut atteindre des performances importantes, ou 50 millisecondes même, si on veut atteindre des performances importantes, il faut viser des temps d'interrogation de l'ordre de la seconde. Donc, on voit qu'il faut annuler l'effet Coriolis, par exemple cet effet. Donc, soit diminuer la température de la source, soit annuler la rotation du satellite. Donc, il y a deux astuces. On peut faire les deux même. Donc, on diminue la température de la source avec un condensat, par exemple, et on peut annuler l'effet de la rotation du satellite en utilisant un miroir gyrostabilisé. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est mon dernier transparent. Avec le prototype hybride qu'on a développé, on a la possibilité de jouer sur le miroir qui est notre référence de mesure. On peut jouer dessus, soit en translation, soit en rotation. Et donc là, on a toute notre expérience. On a ici une table d'excitation avec des vis motorisées et des cales piezo. Et on a généré des rotations de tout l'instrument qui simulent la rotation du satellite. Et à l'intérieur, on a un miroir que l'on peut contrôler très bien, très précisément, et un gyromètre. Donc, ce gyromètre nous permet de mesurer
la rotation que subit le satellite ou alors ici là, notre gravimètre. La mesure de ce gyromètre est donnée, un peu traitée et donnée à la monture du miroir de notre gravimètre. Et on arrive à corriger jusqu'à 85% le contraste de nos franges et donc réobtenir des mesures d'accélération. Donc, on voit que quand même, c'est une technique, la gyrostabilisation du miroir, c'est une technique qui est possible pour rendre compatible l'instrument avec le satellite en orbite. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire quand même sur ce sujet. Je ne suis vraiment pas rentré dans les détails. C'est juste une planche de perspective. La gravimétrie marine, on voit que là, aujourd'hui, on est dans une phase de transfert à l'industriel vers XBlue. Donc, il va y avoir normalement 4 gravimètres qui vont être fournis au CHAUME. Gravimétrie aéroportée, on a le projet européen adéquat dans lequel on veut développer un gravimètre strap-down. Donc, on s'affranchit de la plateforme gyrostabilisée. On diminue la consommation, l'empreinte en volume, également la masse. Et pour la gravimétrie spatiale, je pense que vous avez sûrement vu qu'il y a encore un long chemin. Aujourd'hui, on participe à un large consortium mené par le CNES européen qui vise à préparer une mission Pathfinder pour réaliser un accéléromètre atomique dans l'espace. Cette mission Pathfinder, elle devrait être réalisée en 2030, mais la vraie mission de mesure de gravité, comme il est perçu dans ce projet, ça devrait être aux alentours de 2040 pour vraiment obtenir des mesures très bonnes. L'idée de ce projet Carioca, c'est quand même donc de faire toutes des études papier et également de réaliser, il y a des industriels qui sont dans la partie, pour réaliser un modèle d'ingénierie de l'accéléromètre atomique qui sera testé en radiation, en vibration, etc. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention.